Le dépassement de ce véhicule est autorisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette ligne axiale discontinue rapprochée est une ligne de dissuasion. Elle remplace une ligne continue et interdit le dépassement, sauf celui des véhicules très lents, tels que les tracteurs par exemple. Il serait tentant ici de vouloir dépasser un véhicule tractant une remorque, mais c'est interdit. Cette route est très fréquentée par les cyclistes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ces petites routes sinueuses et accidentées sont souvent le terrain favori pour l'entraînement des cyclotouristes. Il peut aussi y avoir un établissement scolaire dans les environs. Ce panneau rappelle qu'il faut laisser un intervalle de 1,50 m pour dépasser un cycliste hors agglomération. Je redouble d'attention car je peux découvrir en plein virage un groupe de cyclistes qui pourrait occuper en grande partie la chaussée. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume le clignotant gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Avant d'effectuer un dépassement, je dois toujours vérifier dans les rétroviseurs pour savoir si aucun usager ne me dépasse. Ici, une camionnette jaune a commencé à effectuer son dépassement. Je n'allume pas mon clignotant gauche de façon à ne pas le surprendre en donnant une information ambiguë. Le rétroviseur extérieur droit est obligatoire en conduite accompagnée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dispense du contrôle en vision directe à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le rétroviseur de droite est maintenant obligatoire sur les véhicules neufs. Il doit donc être réglé selon l'usage qu'on en a. Pour l'accompagnateur dans le cadre de la conduite accompagnée, pour le conducteur lorsque l'on tracte une caravane, lorsque la lunette arrière est obstruée et en cas de problème auditif. Mais en aucun cas, il ne dispense du contrôle en vision directe. La vitesse limite est au maximum de 130 km/h, réponse A, 110 km/h, réponse B, 90 km/h, réponse C. Regardez bien où nous circulons, et plus particulièrement les lignes de rive. Nous roulons en double sens de circulation sur la chaussée de gauche de l'autoroute en travaux. C'est de plus la fin de l'autoroute. La vitesse est alors réduite au moins à 90 km/h. Je dois ralentir. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Bien que ce poids lourd soit à l'arrêt, je dois tout de même ralentir. En effet, ce véhicule peut masquer un éventuel cycliste ou un cyclomotoriste qui pourrait surgir devant mon véhicule. De plus, j'aborde une courbe. Pour aller en face dans ce carrefour giratoire, je reste à droite. Réponse A. Je serre à gauche. Réponse B. La position d'entrée et la trajectoire dans un carrefour giratoire possédant plusieurs voies sur l'anneau dépendent de la direction choisie. Pour aller à droite ou en face par rapport à mon axe d'entrée, je reste à droite. Je suis autorisé à serrer à gauche si je sors à gauche de cet axe ou pour effectuer un demi-tour. Je peux emprunter cette sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne médiane interdit ici de passer de la voie de gauche vers la sortie. En effet, les traits rapprochés aux abords des sorties sont placés ainsi afin d'éviter cette manœuvre dangereuse. Je continue tout droit et je ne sortirai qu'à la prochaine occasion. Je maintiens le régulateur de vitesse sur 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il y a des travaux sur la chaussée et j'aperçois des ouvriers derrière les engins. Je dois adapter mon allure pour pouvoir intervenir si l'un des ouvriers devait empiéter sur ma voie de circulation. Je ne peux pas conserver dans cette situation le régulateur de vitesse, surtout à une vitesse aussi élevée. Ce type de panneau peut annoncer des travaux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des messages pour préserver l'environnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau à message variable peut apporter des informations sur le trafic, des travaux éventuels ou encore des embouteillages. Mais il peut aussi, lorsque la circulation est fluide, rappeler des conseils de prudence ou inviter à modérer sa vitesse pour limiter la pollution en émettant moins de CO2 et ainsi favoriser l'environnement. Je peux tourner directement à gauche à l'intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation est claire et interdit de tourner directement à gauche à la prochaine intersection. Elle n'interdit toutefois pas totalement de tourner à gauche, mais impose dans un premier temps de tourner à droite pour effectuer cette manœuvre en toute sécurité. Ce panneau losange m'indique que la route est à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et répété tous les 5 km. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Ce panneau signifie que je circule sur une route à caractère prioritaire. Il est répété tous les 5 km environ et 50 mètres après chaque intersection. Je devrais obligatoirement marquer l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Céder le passage aux usagers venant de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau de danger indique que j'aborde un carrefour à sens giratoire. Avant de m'y insérer, je devrais céder le passage si des usagers venant de gauche circulent sur l'anneau. Je ne serai donc pas obligé de marquer l'arrêt. Je tourne à droite. Je devrais céder le passage aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. En tournant à droite, je me prépare à céder le passage au piéton qui est en train de s'engager sur la chaussée. En effet, tout conducteur doit céder le passage au piéton engagé sur un passage ou sur la chaussée. Si je ne respecte pas cette priorité de passage, je risque un retrait de 4 points, une forte amende et une suspension de 3 ans du permis de conduire. En continuant sur cette route, je suis protégé à toutes les intersections rencontrées. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le losange blanc et jaune confère à la route un caractère prioritaire. Son statut continue après la traversée de cette agglomération. À toutes les intersections jusqu'à nouvel ordre, les usagers devront donc me céder le passage. Mais cela ne m'autorise pas à passer les yeux fermés. La zone de danger la plus importante est la zone 1, réponse A. La zone 2, réponse B. La zone 3, réponse C. En traversant cette intersection, je dois surveiller que le conducteur du véhicule rouge m'a bien vu et qu'il respecte bien l'ordre de passage en attendant son tour. Il n'a aucune visibilité et n'est aidé que par le miroir disposé face à lui. Mais s'il ne l'a pas vu, il doit s'avancer pour voir si quelqu'un arrive. Il risque alors de me gêner dans ma progression. Je surveille donc particulièrement cet usager qui se trouve dans la zone 1. Je ralentis dès maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur 3000 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau de danger ainsi que les panonceaux qui le complètent indiquent qu'à 150 mètres, je circulerai sur une chaussée déformée et ce pendant 3000 mètres. Cette signalisation a été mise en place afin que les usagers adaptent leur allure avant d'atteindre le danger annoncé. Je dois donc commencer à ralentir dès à présent. Ce panneau annonce un passage d'animaux sauvages. Réponse A. Un passage d'animaux domestiques. Réponse B.
concerne un danger. Celui-ci m'annonce qu'à 150 mètres environ, je risquerais de rencontrer des animaux domestiques sur la chaussée ou à proximité. Je dois donc ralentir dès à présent et rester très attentif au comportement de ceux-ci. À 150 mètres, je rencontrerai des travaux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du verglas. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les panneaux triangulaires à fond jaune n'annoncent pas systématiquement des travaux. Pour cela, il existe un panneau spécifique qui peut compléter ceux-ci. Ces panneaux de danger temporaire annoncent un virage à droite ainsi qu'une chaussée glissante à 150 mètres. Le verglas est en général annoncé par un panonceau complémentaire sous le panneau du bas. Le danger annoncé commence à 150 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'étend sur 8 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les panneaux de danger sont implantés 50 mètres avant le danger en agglomération et 150 mètres hors agglomération. Le panonceau précise que le risque s'étend sur une distance de 8 km, soit quasiment jusque dans la vallée. À droite, après l'arbre, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne de rive change de module et les traits s'allongent. C'est souvent ainsi avant et après une intersection aménagée sur une distance de 150 mètres environ. L'arrêt et le stationnement n'y sont pas interdits, sauf à proximité de l'intersection si l'on gêne la visibilité. Après le passage piéton, je peux m'arrêter à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche, le long du parking. Oui, réponse C. Non, réponse D. La présence de la ligne jaune continue interdit à elle seule l'arrêt et le stationnement. Je ne peux donc pas m'arrêter à droite. À gauche, je ne peux pas non plus m'arrêter car je risquerais de gêner la sortie des usagers rangés en bataille. À cet endroit, je stationnerai de préférence en marche avant, réponse A. En marche arrière, réponse B. Sur un parking où le stationnement s'effectue en bataille, il n'y a pas d'obligation particulière. Toutefois, il est préférable de stationner son véhicule en marche arrière, car en repartant, il y a une meilleure visibilité. Attention, car certaines villes, comme Paris par exemple, imposent le stationnement en marche arrière. Ce message est un rappel de la règle en vigueur sur l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je circule sur l'autoroute où je sais que l'arrêt et le stationnement sur la bande d'arrêt d'urgence sont interdits, sauf en cas de force majeure. Le panneau à message variable le rappelle spécifiquement en cet endroit. Si vous passez ici, vous comprendrez pourquoi. Je vais bientôt passer sur le plus haut pont autoroutier au monde, celui de Millau. À cet endroit, le stationnement est gratuit. Réponse A. Payant. Réponse B. À durée contrôlée par disque. Réponse C. Limité à 7 jours. Réponse D. Le stationnement est ici libre. Je n'ai pas non plus à apposer un disque de contrôle de durée. Il reste cependant limité dans le temps car au bout de 7 jours, le véhicule risque la fourrière. Le niveau du liquide de frein a baissé considérablement. Je rajoute du liquide? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'en parle immédiatement à mon garagiste? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Avec l'usure des plaquettes de frein, le niveau descend toujours un peu, mais une baisse rapide et anormale de niveau résulte toujours d'une fuite. Il faut bien entendu rajouter du liquide pour éviter un problème plus grave et sans attendre faire déceler la fuite par un spécialiste. Un ami m'a prêté sa voiture. Avant de lui rendre, je fais le plein avec du gasoil. Réponse A. Avec du sans-plomb. Réponse B. Attention aux habitudes. Avant de faire le plein de carburant, je dois prendre le temps de lire les indications sur le bouchon ou sur la trappe de remplissage. Ici, le constructeur attire mon attention en m'informant que ce véhicule est équipé d'un moteur diesel et que je dois faire le plein avec du gazole. Il pleut fortement. Je dois circuler avec au moins les feux de position. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les antibrouillards avant. Réponse C. Il pleut fortement et ma visibilité vers l'avant est très mauvaise. Pour être vu des autres usagers le plus tôt possible, je dois obligatoirement circuler avec au minimum les feux de croisement. Par ailleurs, je peux compléter avec les feux avant de brouillard, mais leur utilisation n'est pas obligatoire. Après avoir débarrassé le véhicule de toute la neige, je chauffe le moteur en démarrant sans trop attendre et en circulant. Réponse A. En laissant tourner le moteur durant quelques minutes. Réponse B. Pour amener le moteur à bonne température de fonctionnement, il est nettement préférable de circuler tranquillement tout en évitant les accélérations brutales que de le laisser tourner à vide plusieurs minutes. De plus, je pollue moins. Avant d'aborder ce tunnel, je dois allumer les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B.
L'obligation d'allumage des feux de croisement au passage dans un tunnel ne concerne que les tunnels de plus de 300 mètres et qui sont signalés par un panneau spécifique. Ici, il s'agit plus d'un passage sous un pont que d'un véritable tunnel. Il n'est donc pas nécessaire d'allumer les feux de croisement. Je circule à 130 km/h. Je peux dépasser tous ces usagers à la fois sans revenir à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Circulant à la vitesse maximale autorisée, je ne dois pas normalement gêner qui que ce soit derrière moi. Ces usagers laissant entre eux la distance de sécurité minimale, je ne vais pas effectuer des sauts de puce inutiles. Je reste ainsi à gauche durant tout le dépassement. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serre le côté droit de la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque le croisement se révèle difficile, les véhicules de 2 mètres de large doivent ralentir et au besoin s'arrêter. Mais cela ne me dispense pas d'en faire autant. Je ralentis donc et je serre le côté droit de la chaussée afin d'éviter un accrochage avec le véhicule agricole qui chevauche la ligne axiale. Je suis bien placé si je circule à 40 km/h. Réponse A. À 50 km/h. Réponse B. À 60 km/h. Réponse C. À 70 km/h. Réponse D. La voie où je circule est réservée aux véhicules lents, qui ne peuvent pas dépasser les 60 km/h. On trouve ce type de voie dans les montées ou les descentes. En marche normale, je n'ai pas à l'emprunter. Mon feu est vert. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois céder le passage aux piétons engagés sur la chaussée ou s'ils manifestent clairement leur intention de traverser. Dans ce cas, le piéton attend et ne s'engage pas, car le feu doit être encore vert pour moi. Je ralentis cependant pour prévoir tout mouvement du piéton et je passe. Cet usager passe avant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule de droite sort d'un chemin de terre. Or, les usagers qui quittent un chemin de terre doivent céder le passage aux autres usagers. Ici, le conducteur doit s'arrêter et me laisser passer. La voie de droite est une bande cyclable. Réponse A. Une piste cyclable. Réponse B.
Bien qu'elle soit sur une courte distance, la voie de droite est une piste cyclable. En effet, la différence qui existe entre une bande cyclable et une piste cyclable réside dans le fait que la bande cyclable est délimitée par une ligne de voie réservée, tandis que la piste cyclable est munie d'un petit terre-plein comme c'est le cas ici. Ce panneau interdit de tourner à gauche à toutes les intersections. Réponse A. De tourner à gauche à la prochaine intersection uniquement. Réponse B. D'effectuer un demi-tour. Réponse C. Ce panneau de prescription interdit de tourner à gauche à la prochaine intersection uniquement. S'il fallait interdire plusieurs rues à gauche, le panneau serait alors répété avant chaque intersection. Le panneau de prescription interdisant d'effectuer un demi-tour est différent. Cependant, un demi-tour, en présence de ce panneau, pourrait se révéler dangereux en faisant obstacle à la circulation. Pour profiter d'un repos bénéfique, je consacre au moins un bon quart d'heure à cet arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une halte toutes les 2 heures permet de se ressourcer et de réveiller en soi la vigilance. Pour ce faire, le corps a besoin d'une autre activité comme marcher ou sommeiller durant au moins un quart d'heure à une demi-heure. Cet arrêt n'est pas du temps perdu quand on sait que 40% des accidents graves ont pour origine la fatigue. Dans cette situation, je continue à suivre les deux roues. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce feu jaune fixe annonce le feu rouge. Je ne peux donc pas suivre les usagers deux roues devant moi au risque d'être en infraction. Je ne suis en effet pas surpris par ce feu car je ne suis pas encore arrivé à son aplomb. J'ai le temps de freiner et d'avertir le conducteur du véhicule derrière moi de mon intention. Mon véhicule est obligatoirement confisqué en cas de récidive à l'usage de stupéfiants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au délit de grand excès de vitesse. Oui, réponse C. Non, réponse D. La confiscation du véhicule a désormais un caractère obligatoire pour certains délits. C'est le cas pour la conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant ou pour la conduite d'un véhicule malgré une décision judiciaire de suspension ou d'annulation. Mais c'est aussi le cas lors de la récidive de conduite en état alcoolique, y compris contraventionnel, ou la récidive de conduite après usage de stupéfiants, ou encore la récidive de grand excès de vitesse, c'est-à-dire le dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée.